Bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Moi, je viens de Rennes, en Bretagne. Donc, je viens du champ des sciences de l'information et de la communication. Voilà, merci beaucoup. Et donc, je vais un petit peu retracer mon travail de recherche qui a démarré il y a une trentaine d'années. Alors, il y a une trentaine d'années, nous n'avions que la télévision. Mais nous allons voir que dans la télévision, et notamment avec l'arrivée de la libéralisation de l'audiovisuel, on avait en germe tout ce dont on parle aujourd'hui, et notamment de ce que a évoqué Adrien. Donc voilà un petit peu quelques pistes de réflexion pour aujourd'hui. Un rappel très rapide de ma démarche de recherche sur les enfants et la télévision. On va voir comment cette posture intellectuelle, on peut l'appliquer au monde numérique du 21e siècle. Et moi, je vais insister sur les messages paradoxaux auxquels sont confrontés les parents et la société civile en général. Enfin, quand je dis parents, ce sont aussi les enseignants, les éducateurs, tous ceux qui se sentent une responsabilité vis-à-vis des parents. Donc, on est là aujourd'hui, nous, pour défendre l'idée de réduction du temps d'écran, de modération, comme l'a dit Véronique. Mais on va voir, je vais essayer de voir avec vous, qu'est-ce qui peut contrecarrer un peu cette volonté de modération. Et puis, on verra après quelques pistes aussi pour voir comment nous, on peut échapper à ces injonctions paradoxales. Alors, je gêne personne là pour le... Merci. Ma démarche de recherche, à l'origine, c'était de me dire que je vais laisser tomber la question des effets, puisque c'était ça, c'était la question dominante, hein, les effets de la télévision sur le comportement des enfants. Et c'était surtout la violence, tout ce qui concernait aussi les images à connotation sexuelle, etc. C'était surtout ce qui était incriminé. Donc moi, j'ai laissé tomber la question des effets pour m'intéresser au contenu des programmes spécifiquement destinés à la jeunesse. Parce que je me suis dit, c'est aussi un lieu où on pense la relation, où on pense la relation enfant-télévision, effectivement. Et connaissant, donc si on fait des investigations de ce côté-là, là encore, on aura des informations qui pourront peut-être nous permettre d'ajuster nos attitudes éducatives vis-à-vis des enfants. J'ai aussi tenu à intégrer une dimension historique. En fait, ma thèse de doctorat, je l'ai soutenue en 98, alors c'était un peu particulier parce que j'étais moi-même maman de 3 enfants en bas âge et j'ai fait des études, justement 10 ans d'études en ayant 3 enfants. Et j'ai trouvé que la dimension historique était très intéressante, donc je me suis attardée avant tout sur les médias avant la télévision et sur l'histoire de la télévision. Donc j'ai reparlé de la presse enfantine, les émissions de radio qui étaient destinées aux enfants, le cinéma, pour arriver après à l'histoire de la télévision. Donc l'histoire de la télévision en fonction de cette audience des enfants. Et donc c'était de 1949, hein, c'était au lendemain de la guerre et avec le démarrage réel de la télévision en France jusqu'à 1998, puisque j'ai soutenu en 98. Donc ça faisait 50 ans de télévision que j'ai couvert par rapport à l'audience des enfants.
Alors, donc, comme je l'ai écrit là, cette dimension historique, elle nous permet justement elle nous donne un savoir comparatif, et puis elle nous permet justement d'avoir aussi une meilleure compréhension de notre actualité. Et enfin, moi je viens du champ des sciences de l'information et de la communication. Donc, pour moi, c'était important de tenir les deux bouts de la chaîne communicationnelle, puisqu'il y a bien en amont un émetteur et en aval un récepteur. Un canal, un média par lequel passe un message dans un contexte et avec un type de rétroaction. Donc je me base un peu sur ce schéma. Et on va voir que c'est important de voir la globalité de cette communication. Et puis, enfin, j'ai aussi recherché l'intentionnalité. Et l'intentionnalité, c'était un premier mémoire de recherche. À l'époque, c'était un DEA. Et pour ça, j'avais étudié une émission très précise qui avait le vent en poupe dans ces années-là, c'était le Club Dorothée. Ça doit vous dire quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai pu observer ? Adrien nous en a parlé. La logique commerciale, elle est absolument indispensable à décrypter pour comprendre là où nous en sommes et comment les enfants réagissent, justement. Donc, ce que j'ai pu repérer dans ces programmes, c'est qu'il y avait une confusion constante entre les spots publicitaires et les dessins animés. C'est-à-dire, par exemple, les spots publicitaires étaient eux-mêmes des mini-fictions animées. Donc, pour les enfants, c'était très difficile de faire la différence entre le message publicitaire et son dessin animé. Alors, également, on utilise les héros des dessins animés pour faire la promotion de produits. Je pense, par exemple, je n'ai pas des exemples pour tout, mais Titeuf pour Yoko, par exemple. Donc là encore, confusion pour les enfants. Le dessin animé est lui-même porteur de discours commercial. J'ai pu diffuser, peut-être ici ou ailleurs, un extrait de dessin animé où on met en scène Garfield qui est assis devant la télévision et puis qui regarde à la télévision des gens qui parlent de pizza et lui-même, il est en train de se goinfrer d'un bol de céréales, etc. Et tout ça avec un message adressé aux enfants. Il dit, il n'y a rien de mieux dans la vie que d'être confortablement installé devant sa télévision avec un bon petit encas. Et après, il s'adresse aux enfants, donc il est à la télévision, mais il s'adresse aux enfants en disant « Et vous, j'espère que vous êtes assis confortablement aussi. » Voilà. Donc, vous voyez, des messages persuasifs dans les dessins animés eux-mêmes. Et puis enfin, j'ai trouvé de la publicité clandestine parce que j'analysais, j'ai visionné des kilomètres et des kilomètres de dessins animés. Donc, j'ai été très courageuse quand même. Et je faisais parfois du visionnement ralenti, je faisais des pauses sur image, etc. J'ai découvert, par exemple, de la publicité pour Marlboro dans des dessins animés à l'époque, avec un message porteur pour la marque. Donc, tout ça, je crois que je vais boire un coup parce que tout ça n'était pas anodin. Donc, je vais mettre là. Voilà. Et là, je vais vous diffuser une publicité que j'ai trouvée dans un de ces programmes. Je vous laisse découvrir et puis on pourra en parler ensuite.
Envoie ordre au 88020. Réveil. SMS. SMS, au rapport. Sonnerie. Ton téléphone est en train de sonner. Envoie ordre au 88020. Voilà, alors l'idéal c'est de discuter immédiatement, mais là je crois qu'on est pris par le temps et on débattra plutôt après. Mais vous voyez, là on est sur le mode de l'injonction. Je ne sais pas si vous avez repéré la petite phrase qui se déroule dans le bas de l'écran, où il est question de demander l'autorisation aux parents, mais c'est complètement illisible. Donc là, voilà, c'est le téléphone, et on est dans une émission jeunesse qui normalement concerne les 4-10 ans. Hein, c'est la cible des annonceurs, les 4-10 ans. Et là, donc, l'enfant de cette tranche d'âge est supposé avoir un smartphone, déjà. Vous voyez? Donc, je continue. Alors, les espaces télévisuels destinés aux enfants, EPJ, c'est émission pour la jeunesse. Hein. Donc, la finalité, c'est qu'ils servent avant tout les annonceurs intéressés par cette audience. Ce sont aussi des espaces complètement désertés par les adultes. Hélas, hélas, parce que justement, les concepteurs des émissions, les diffuseurs, etc., ont beau jeu de diffuser les messages qu'ils veulent auprès de cette audience. S'il n'y a pas de parents pour regarder, s'il n'y a pas d'éducateurs pour savoir qu'est-ce que c'est comme message. Donc, déserté parce que aussi, quand on est parent, je pense qu'on a la représentation qui correspond un peu aussi à la littérature pour enfants. On se dit tel livre, c'est telle tranche d'âge. Donc, quand on dit c'est pour les enfants, on a tendance à faire confiance. Et puis aussi, parfois, on pense qu'on a des choses plus sérieuses à faire que de regarder la télé. Mais c'est regrettable. Je crois qu'il faudrait prendre beaucoup plus de temps pour regarder, analyser les contenus maintenant, services et autres proposés aux enfants, les matériels. Et voilà, ce que j'ai repéré aussi, c'est qu'ils entrent le plus souvent en contradiction avec les bases éducatives susceptibles d'être posées par les parents. C'est là où on commence à avoir justement des messages paradoxaux. Hein. On va voir, je continue. Donc, par rapport au monde numérique du XXIe siècle, donc notre monde à nous aujourd'hui, la posture intellectuelle, elle est toujours valable, hein, prégnance du modèle économique, dispositif et contenu destinés aux enfants, un lieu où se pense la relation enfant-télévision, enfant-écran, pardon. L'histoire des technologies numériques à usage domestique, elle est aussi extrêmement importante. Et c'est pour ça que j'ai aussi publié un ouvrage dans lequel le premier chapitre est consacré aux 20 dernières années et à l'arrivée des technologies numériques dans le quotidien des familles. La prise en compte aussi de la globalité de l'expérience communicationnelle, la recherche de l'intentionnalité, et là j'ai rajouté un point, c'est la prise en compte des besoins de l'enfant selon son âge. Et ça, c'est arrivé, pour moi, ce point-là, avec l'arrivée des chaînes de télévision pour bébés. Ça a été quand même assez important en France parce qu'il y a eu quand même une mobilisation de la société civile. Parce qu'à ce moment-là, en France, on s'est dit, il y a eu les associations, à l'époque, il y avait le CIEM, le collectif interassociatif Enfance et Médias,
Et puis, il y avait des organisations d'éducation populaire, et, associations familiales, qui se sont posées des questions parce qu'on n'avait pas de connaissances sur quand même les impacts pour les bébés, puisque ces chaînes prétendaient s'adresser aux enfants à partir de 6 mois, et ce, 24 heures sur 24. Donc, ces organisations-là se sont tournées vers le CSA de l'époque, Conseil supérieur de l'audiovisuel, et le CSA, lui, s'est tourné vers la DGS, la Direction générale de la santé. Et là, c'était une journée mémorable quand même. Il y avait 15-20 experts de tous horizons, toutes les professions concernées par le monde de l'enfance. Et à la fin de la journée, tous ont dit, à l'unanimité, pas de télévision avant 3 ans. Et du coup, le CSA a demandé aux chaînes de télévision françaises de ne plus diffuser pour les tout-petits en dessous de 3 ans. Mais bien sûr, ils ne pouvaient pas intervenir auprès des chaînes qui nous arrivaient de l'étranger. Et aujourd'hui encore, je pense qu'il est important toujours de se poser la question des besoins de l'enfant par rapport au matériel, aux applications, etc., qui arrivent sur le marché et qui sont destinées aux enfants. Donc, résultat, des pratiques persuasives commerciales qui sapent les bases éducatives posées par les parents, qui contreviennent aux conduites humaines socialement admises. Enfin, là, j'évoque un peu la question des valeurs, des codes moraux, enfin, tout ce qui est, disons, qui peut permettre à la société de vivre dans de bonnes conditions. Les parents aussi sont débordés puisque les pressions commerciales exercées sur les parents, sur les enfants, se répercutent sur les parents. On a vu qu'il y a des techniques marketing qui ont pour but de redoubler la capacité de harcèlement des enfants auprès de leurs parents. Les modes, le langage, les manières de penser, d'agir, etc., se distillent à l'insu des parents, à l'insu des adultes, à travers tous ces écrans, les séries télé, les clips, les influenceurs, influenceuses, les jeux divers. Vous avez pu remarquer justement le langage aujourd'hui nous différencie. Moi, j'ai des petites filles, je suis une baby boomer, qui sont adolescentes et bon, elles ne vivent pas en France, mais je les ai vues cet été. Et puis, ah là là, j'ai trouvé le langage avait changé, genre, je m'exprime comme ça, mode, ceci, enfin, les mots genre, mode, ça arrive. Voilà, mais ces langages-là, comment arrivent-ils dans la bouche des ados? Bon, pourquoi pas, hein, mais c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Et on a même aussi des brouillages de repères parentaux. Là, je vais vous montrer un exemple, et les parents aussi sont parfois leurrés. Donc, ça, c'est une publicité pour Bouygues que j'avais récupérée il y a quelques années. Vous voyez là, l'annonceur s'adresse à l'adolescent qui n'a envie d'en faire à sa tête. Et vous voyez, c'est un langage qu'on reprend parce qu'on utilise ce langage, mais tu veux toujours n'en faire qu'à ta tête. Ben, vous voyez, l'annonceur a su utiliser ce langage-là pour parler aux jeunes et pour obtenir de lui, justement, ce qu'il espère. Et alors là, je vais vous passer un reportage de journal télé, c'était sur TF1. Ça date de 2015, mais c'est intéressant parce que c'est sur les tablettes. Et la question posée, c'est
les tablettes, est-ce que c'est pour les bébés aussi, pour les tout petits? Alors. Non, je confonds. C'est là. Autre phénomène auquel il sera difficile d'échapper, l'omniprésence du numérique, et ce, dès le plus jeune âge. Alors faut-il laisser traîner son smartphone près du parc à jouets et acheter des tablettes aux enfants? Le débat divise les spécialistes, comme nous l'expliquent Quentin Fichet et Félix Huel. Quoi, c'est du chocolat. À peine savait-elle marcher que déjà elle surfait. Iris, 2 ans et demi, de petits doigts familiers des écrans tactiles. Comme elle, plus d'un tiers des enfants ont utilisé une tablette ou un smartphone avant leur premier anniversaire. On a instauré la tablette en fin de repas si elle terminait son assiette. Et à partir de ce moment-là, enfin aujourd'hui, on n'a plus aucun souci par rapport à ça. Ça la calme, ouais. Elle reste, comme en ce moment, elle est concentrée sur son écran. Glisser un écran dans les mains du petit dernier, 65% des parents le font en effet pour le calmer, 29% pour l'endormir. On ne connaît pas les Des tablettes sources. adaptées, plus robustes et sécurisées sont maintenant vendues à partir de 80 €. Le numérique aurait des bienfaits sur les très jeunes esprits. L'Académie des sciences considère qu'il peut notamment aider à l'acquisition des connaissances. Beaucoup de psychologues pensent au contraire qu'il cause des troubles de l'attention et entrave le langage, la logique. Le savoir, on appuie sur un bouton, on l'a tout de suite. Et c'est ça le danger. Le danger, ça peut être que tout est à ma portée, tout est facile. Le problème, c'est ça, c'est qu'on gobe, on assimile, comme on dit dans notre jargon. Il n'y a pas ce côté exploration, cheminement, qui est tout apprentissage. François a fixé des règles à son fils Louis. Les jeux sur la tablette, d'accord, mais seulement 12 minutes après dîner. Et vous verrez, impressionnant. Il privilégie les applications éducatives. Celles qu'on utilise en général sont pas pour les transformer en singes savants, loin de là, c'est pas le but, c'est pour développer leur curiosité. Il y a une application sur les planètes. Quelle est l'heure des planètes? Le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc finalement, au bout d'un moment, il y a des choses qui restent. Cette autre application permet d'apprendre à écrire et prononcer correctement les lettres. Elle incite les bambins connectés à communiquer très tôt, et pas seulement par mail. Bien joué. Bon, voilà. Donc, ce reportage, on peut le disséquer. Là, je n'ai pas trop le temps, je crois. Mais vous voyez qu'on est en train de faire la promotion des tablettes et en train d'encourager les parents. On n'évoque pas du tout les problèmes que ça peut poser au niveau, par exemple, de l'expérience concrète, justement. Il y a la maman d'un côté, et d'ailleurs c'est rose, l'environnement, la maman avec sa fille, le papa avec son garçon, l'environnement est plutôt bleu là. Et donc on ne voit que la petite fille joue sur la tablette avec une poêle, et donc elle est autour, c'est la cuisine, donc là c'est très genré. Et le petit garçon, il apprend les noms des tablettes, quoi. Donc tout ça c'est très bien, et après on sait qu'on peut trouver à tel prix dans le commerce ce type de jeu. Donc voilà, on est vraiment en train d'utiliser le journal télé pour faire la promotion des tablettes. Mais déjà en 2002, j'avais enregistré, analysé, diffusé dans mes conférences un reportage de France 2 sur le téléphone portable, où il était dit que le téléphone portable était partout dans les poches de nos enfants, disait Monsieur Pujadas. Et en fait, ça n'était que promotion. En fait, le portable n'était pas du tout dans la poche des enfants. C'est que les adultes étaient équipés et il fallait équiper les enfants. Donc, le reportage prétendait qu'il était partout, mais c'était pour donner l'envie aux gens de dire « Ah ben non, moi, mon enfant ne l'a pas encore, il faut que je m'y mette, quoi. » Vous voyez ? Donc là, je vais peut-être passer celui-ci et je vais me mettre là. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus récent. C'est un dessin animé Oui Oui. Donc Oui Oui, ça s'adresse vraiment quand même
au tout petit. Alors, c'est un court exemple, je vous montre. Non, ça c'est... Oui, Ah, ici, mais pas. Fou. Ben non, alors je ne l'ai pas. Bon, ça fait rien. Je reviens. Je ne sais pas, peut-être que je me suis trompée de... Bon, c'est pas grave, vous voyez déjà là, on est en gros plan. Et on a le petit personnage, oui, qui est en train d'utiliser une tablette. Alors, vous voyez, partout on dit attention, pas d'écran avant 3 ans, la tablette, c'est pas forcément bien pour les tout petits. Et vous voyez que dans les dessins animés, on les met en jeu et en très gros plan, là, et on montre comment on va l'utiliser, cette tablette. Qu'est-ce qu'elle nous réserve comme surprise, comme jeu, etc. Bon, là, j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. Ça ne concerne pas les enfants directement, ça concerne plutôt les jeunes adultes. Mais j'ai trouvé ça tellement époustouflant que j'avais envie de vous montrer ça aujourd'hui. Donc, c'était sur ma page d'accueil Orange, publicité. Et voilà, on a un jeune couple. Alors, cette représentation de jeune couple est déclinée de différentes manières. À un moment, ça va être un noir avec une blanche, etc. Et il est dit, cette famille au chômage gagne 13 000 € par jour sans travailler. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des jeunes qui ne veulent pas travailler ou qui mettent leurs conditions, ils ne veulent pas travailler le dimanche ou le samedi. Bon, c'est peut-être pas mal, mais vous voyez, il y a aussi cette idée, et ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, il y a eu des émissions de télé-réalité, etc., où on a montré des jeunes qui ne travaillaient pas et qui avaient énormément d'argent, cette idée que on peut gagner de l'argent sans travailler, mais aussi avec des mots très ambigus, quoi. C'est une phrase très ambiguë. Cette famille, alors que ce sont des jeunes, au chômage, le mot chômage est présent, vous voyez. Et donc voilà, c'est toujours le même mode d'influence. Et alors, par rapport à nos technologies d'aujourd'hui, je crois qu'aussi, c'est très important de tenir compte des nouveaux savoir-faire. Et donc, les ingénieurs de la Silicon Valley ont mis au point cette science, la captologie, hein, qui est l'étude de l'informatique et des technologies numériques comme outil de persuasion et de changement des comportements. Hein. Donc, c'est une technologie de la persuasion et on parle aussi de design attentionnel. Alors, je reviens à la captologie. C'était pour dire que... Alors, je ne sais plus, moi. Oui, c'est ça. Pour dire que, justement, là, pour nous qui prônons la réduction du temps écran, il faut connaître ces techniques de captologie puisque elles incitent les enfants à être toujours devant leurs écrans. Il n'y a pas longtemps, je me suis créé un compte Instagram pour voir comment ça fonctionnait. Et dans mon entourage, donc, il y a des enfants, des adolescents. Et une fois, je reçois une photo avec un petit message. Alors, on utilise le tutoiement, bien sûr, pour les enfants. Et il était dit, à l'aveugle, va sur
tes photos, comment ça s'appelle déjà sur le... pointe ton doigt sur une photo et envoie-la à tous tes amis. Alors vous voyez, c'était à l'aveugle, c'était au hasard. Et vous voyez que là, on enlève le choix à l'enfant, puisqu'on présente ça comme un jeu. Mais nous, d'un côté, on va dire aux enfants, faites attention à ce que vous choisissez comme image, comme photo, à ce que vous allez envoyer. Et là, le message qui arrive via les algorithmes sur Instagram pour ces jeunes, c'est voilà, c'est un jeu à l'aveugle. Tu choisis une photo, donc tu vois pas ce que tu choisis, tu l'envoies. Vous voyez que pour la plateforme, c'est intéressant parce qu'ils vont plus loin dans la connaissance des enfants, puisque du coup, ils ont accès à plus de photos. Mais côté enfant, cela les décourage, oui, ça les décourage d'être dans le choix, un choix raisonné et raisonnable. Alors là, non, ici. Donc, conséquence de tout ça, un usage irraisonné des écrans, ça concerne la quantité de temps, les moments et les lieux d'utilisation, des contenus inappropriés, un mésusage des écrans qui a des effets délétères et qu'on connaît bien, un problème d'ordre cognitif, de sociabilité, de santé, etc. Alors, bon, moi j'ai appelé le complexe de l'enfant écran, c'est-à-dire l'enfant surexposé aux écrans, ne parle pas et présente des troubles de langage, ne sait plus jouer seul, présente un retard de la motricité fine et globale, est fatigué, il ne dort pas assez, il ne mange pas correctement, il s'isole, il délaisse ses activités sociales. Les contenus véhiculés par les écrans colonisent son imaginaire et nuisent à sa créativité. Pour les adolescents, on va parler de bulle informatique. Alors, qu'est-ce qui m'a fait énumérer tout ça de cette façon-là et de parler du complexe de l'enfant écran? C'est que j'ai fait dernièrement une enquête auprès des professionnels de l'enfance et des cliniciens de l'enfance et de l'adolescence. Et je suis allée dans 12 départements en France. J'ai rencontré une 50aine de professionnels. Et donc, c'est à partir de ce qu'ils m'ont dit, et bien sûr de toute la littérature scientifique que j'ai pu lire, que j'ai énuméré tout ça. Et vous voyez, par exemple, les contenus véhiculés par les écrans colonisent l'imaginaire de l'enfant. Je pense là à une psychologue avec qui j'avais eu un échange, qui travaillait notamment dans une halte garderie. Et elle m'a cité le cas d'un petit garçon de 2 ans qui avait une démarche très particulière. Cliniquement, il semblait avoir aucun problème. Donc, elle a posé des questions à l'équipe d'encadrement, aux puéricultrices, aides-puéricultrices, etc. Et puis, elle leur a demandé à quoi ça leur faisait penser. Et il y a une aide-puéricultrice qui dit « Moi, il me fait penser à Dora. Il marche comme Dora. Dora l'exploratrice, du dessin animé. » Bon, forte de ça, la psychologue voit les 2 parents et elle leur demande « Est-ce que votre enfant regarde beaucoup la télévision ?» Et ils disent « Ah non, non, il ne regarde pas la télévision. Juste, on lui met le DVD Dora et parce qu'il adore. » Donc, il regardait en boucle Dora en continu, sans présence parentale.
Et il avait intégré la démarche de Dora. Donc, il a fallu un échange avec les parents pour démonter tout ça, que les parents comprennent. Et après, l'enfant, qui aussi était très isolé dans la halte garderie, après, il a pu se réapproprier son corps à lui, et être dans une meilleure sociabilité avec les enfants de la halte. Vous voyez, l'exemple est intéressant quand même. Alors, justement, par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, cette matinée, par rapport à tout ce qu'on entend, on peut dire aussi qu'il y a, qui se rajoute à tout ça, des guides pour les parents et des recommandations. Alors, moi-même, j'ai fait un guide récemment, suite à mon ouvrage de recherche, Réduire les écrans. C'est un guide, mais qui est directement inspiré de l'étude que j'ai réalisée suite à l'enquête auprès des professionnels et des cliniciens de l'enfance et de l'adolescence. Donc, vous avez connaissance sans doute de l'avis de l'Académie des sciences en 2013, l'appel des académies à une vigilance raisonnée en 2019, le Haut Conseil de la santé publique, le CNC, et aussi on a un tas d'articles de presse qui disent « Attention, parents, soyez vigilants », etc. Oui, mais vous voyez que c'est très compliqué puisque par ailleurs, finalement, on va faire tout pour garder les enfants captifs des écrans. On va faire tout pour qu'ils puissent acheter, consommer ce que la société de consommation propose, qu'il y a sur le marché pour eux. Et donc, c'est-à-dire, ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'on ne peut pas formuler des recommandations si on ne prend pas aussi en compte tout ce que j'ai essayé de développer là rapidement. C'est-à-dire qu'il faut avoir ces choses-là à l'esprit. Il y a quelque temps, on a une députée qui avait préparé un projet de loi par rapport à ça, mais à aucun moment l'industrie du numérique n'est mise en cause. À aucun moment, c'est-à-dire que ça reviendrait à porter la responsabilité sur les parents et que s'ils n'y arrivent pas, c'est de leur faute. Ben non, c'est impossible. Les parents sont tenus comme ça, justement, en tension entre ces deux types d'injonctions. Consommez tout ce que vous pouvez, soyez sur les écrans le plus souvent possible et attention, parents, soyez vigilants. Vous voyez ? Voilà. Non, j'y vais trop vite parce que là, je ne l'ai pas vue, cette petite-là. Bon, quelques pistes. J'ai pas de recette, j'ai pas de réponse toute faite. Mais je crois que c'est important d'analyser nos propres pratiques, puisque nous, en tant qu'adultes, nous sommes aussi captifs de ces écrans. Décrypter, analyser les matériels, les contenus destinés aux enfants. Et là, je trouve que ça ne se fait pas suffisamment. Pour la télévision, j'étais vraiment la première à faire ça en France. Et ça avait donné, quand je vous ai parlé de mon mémoire de DEA, c'était le Club Dorothée, en 1993, ça avait donné lieu à une double page dans Le Monde Radio-Télé. Parce que avant ça, on était toujours sur des études quantitatives.
Et là, moi, j'avais vraiment analysé, décortiqué. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de personnes. Il faudrait créer des groupes qui se disent, bon, on va s'y mettre, on va analyser tout ce matériel, parce que, fort de ce qu'on va pouvoir en ressortir, on pourra se forger, forger des arguments aussi pour intervenir auprès des pouvoirs publics et politiques. Rechercher dans nos actions aussi une cohérence éducative qui fait défaut par ailleurs, justement, puisqu'on a vu que la publicité, le marketing troublent les repères chez les enfants, etc. Et donc, c'est important qu'au niveau local, quand il y a des conférences, des interventions sur ces questions-là, eh bien, qu'on les fasse en partenariat avec les centres culturels, les écoles, etc., pour qu'on aille tous dans le même sens. Mais c'est ce que faisait Jacques Brodeur avec les 10 jours sans écran. Promouvoir une recherche totalement indépendante des enjeux économiques et continuer à encourager, bien sûr, la réduction du temps écran et prendre en compte aussi, je trouve, toute la durée de vie de ces appareils. Parce que les enfants ne sont pas, les adolescents, les jeunes ne sont pas au courant de d'où ça vient, l'extraction des terres rares qui ont fabriqué nos appareils et où ça va après, quand j'ai fini de m'en servir. Donc, voilà, je termine. Et sachez aussi qu'il existe des designers éthiques qui commencent à se mobiliser, à se réunir pour justement faire à la fois de l'éco-design, un design qui soit respectueux de l'environnement et aussi un design éthique qui prenne en compte et respecte l'utilisateur. Voilà. Donc, effectivement, que ces technologies numériques, qu'elles soient faites pour nous servir et pas pour nous asservir. Je reprends là le leitmotiv de Jacques Brodeur. J'ai fait un peu vite parce que je sentais la fin. Merci de votre attention et puis on verra pour les questions.